monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on va parler un peu de Kaldheim, mais on va surtout parler de limité avec Guillaume Gauthier du podcast Contre-Draft. C'est parti pour l'épisode 37. Et oui, cette semaine, les spoilers officiels du prochain set Kaldheim ont commencé. Et je dois dire que la promotion du set de Viking métalleux est formidable, les mécaniques sont prometteuses et les illustrations sont magnifiques. En vrac, on a le retour des sagas, on a notamment l'une d'elles illustrée par Vito Adame Mingues sous forme de panneaux de bois sculptés. L'artiste a sculpté comme un viking un panneau de bois, l'a scanné et ça fait une illustration fort authentique. On a une nouvelle mécanique qui s'appelle Forcy, qu'on peut traduire en prévision. Tu peux payer le coup de mana de prévision pour 2 mana incolores, l'exiler face cachée, puis plus tard dans la partie, tu pourras lancer cette carte, cette fois-là, pour son coup de Forcy. Ce qui est en fait un moyen moins cher de jouer des cartes face cachée, un petit peu comme la mue, sauf que ça fait pas de créature. Enfin, on a un cycle de 20 bilandes, communes, avec le type de terrain de base, mais qui arrive engagé, avec le sous-type enneigé. En gros, maintenant, tu vas pouvoir fetcher une toundra enneigée qui arrive engagée. Voilà qui me donne super envie de monter 50 decks casus et un nouveau cube. Leland Palmer, aka Guillaume Gauthier, c'est le gourou du limité du forum de Magic Corp. C'est un joueur de top 8 de GP, mais surtout le vainqueur du premier tournoi Torino Challenge, le présentateur du podcast de chez Magic C'est Chic, aussi jeune qu'excellent, Contre-Draft. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Eh bien, salut à toi, c'est un plaisir de te rejoindre et de participer à ce podcast que j'écoute depuis un petit moment déjà. Ça fait plaisir. Je te reçois pour parler de limité, j'en parle pas tant que ça parce que c'est pas mon fort. J'ai quelques questions du point de vue d'un type de joueur dont on parle pas souvent, je pense. C'est une personne pas débutante, mais pas très bonne en limité non plus, qui joue principalement du construit peut-être et qui se débrouille pas très bien en limité, mais qui a plein de connaissances parce qu'il consomme plein de contenu. Moi par exemple j'écoute Limited Resources depuis un moment, je lis quelques articles, donc j'ai des connaissances approfondies dans certains domaines, mais c'est comme si j'avais pas les bases, donc c'est pour ça que je suis très heureux que tu viennes répondre à mes questions. Eh bien, avec plaisir, parce que tu cites différents contenus qu'on peut trouver en ligne, mais ce sont souvent des contenus qui sont anglophones. Et c'est vrai que ça a toujours été mon souhait de franciser ce type de contenu. Et ça a été pendant longtemps un petit peu ce qu'on a fait avec les articles d'illimité sur Magic Corp. Et aujourd'hui, en version podcast, qui est effectivement une adaptation française de Limited Resources que tu as cité, ou de Limited Level Up, qui sont d'excellentes émissions. Oui, on en reparlera par la suite, mais c'est vrai que je reçois aussi en tant que host de Contre-Draft, et c'est merveilleux qu'on ait pour la communauté francophone aussi notre podcast limité de qualité. Donc j'ai des petites questions un petit peu pêle-mêle, mais par exemple, un problème que j'ai, c'est que j'ai entendu dans des podcasts ou dans du contenu, il faut en booster draft normal, il faut pick avec priorité les removals parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. J'entends quelque chose dans l'un de ces podcasts, par exemple, et du coup, je ne pense plus qu'à ça et je pick tous les removals que je vois, notamment les enchantements qui, pour 3, font removal, comme un Oblivion Ring ou alors un pacifisme. Mais donc en fait, dans un bon deck de limité, combien il faut de removal ? Les removals en limité, c'est une affirmation qu'on entend souvent, à savoir que ce sont toujours les meilleures cartes. Moi, je dis plutôt que ce sont des choix faciles. Je veux dire que quand dans un début de format, par exemple, on ne connaît pas encore très bien la puissance individuelle des cartes, c'est facile et rassurant de se tourner vers la carte qui dit pour 4 mana, je détruis une créature. En soi, il n'y a pas vraiment de limitation au fait de jouer un removal. Moi, plutôt, je dis souvent, je force les gens un petit peu à pas prendre des removals parce qu'il y a plein de decks où ils sont pas si bons. Dans un deck contrôle, c'est important d'avoir des removals parce qu'il faut qu'on dure longtemps, il faut qu'on arrive à gérer les menaces adverses. Mais typiquement, dans un deck agressif, on va avoir plutôt des 2 drops. Là, on cherchera pas forcément des removals, mais plutôt des sorts qui ont un bas coût de mana
et qui permettront de passer quand même. Il y a beaucoup par exemple sur Zendikar, dans blanc-rouge agressif, j'ai tendance à dire aux gens, ne piquez pas ce removal à 4 ou 5 mana, piquez plutôt ce +2/+2 pour 1 mana. Je trouve ça plus efficace. Donc je trouve que le nombre est très très variable et que de manière générale, les removals sont un peu surestimés. D'accord. Ça confirme ce que je pensais. Maintenant, à moi de réapprendre à comment les piquer. Mais du coup, est-ce qu'il faut se diriger vers un deck contrôle lorsqu'on voit qu'on commence à amasser des removals, ou est-ce qu'il faut, dans l'autre sens, plutôt se dire je suis dans un deck qui a l'air plutôt contrôle, où sont mes removals, faut que je les pique maintenant plus? Oui, c'est une bonne question. On va dire effectivement les decks qui se définissent le mieux par les cartes de removal, ce sont les decks contrôle. Mais je pense que si on veut construire un deck contrôle, il faut d'abord penser à son finisher, ou plutôt à son moyen écrasant de gagner une partie. Souvent, je vois des gens commencer à construire un jeu contrôle parce qu'ils ont eu 3 removals, et ils vont chercher des piocheurs, et puis ils vont juste essayer de faire de la value. Mais un deck contrôle, il a besoin de finir la partie, en fait. Il a besoin aussi d'avoir un sort écrasant suffisamment fort pour que, s'il a réussi à tenir la partie, un petit peu le début de partie en main, et bien après, il joue son sort écrasant et c'est fini. Et ça, souvent, c'est une partie extrêmement sous-estimée, d'avoir ce gros drop de fin, quoi. Ok, effectivement, c'est une partie totalement négligée, notamment par moi. Je me rendais pas compte que le plus important d'un deck contrôle, c'était le finisher, mais ça fait sens. J'avais une autre question qui est un petit peu plus complexe à répondre peut-être. Lorsque mon moment level up en limité, ça a été de me dire je ne suis pas obligé de jouer toujours des decks strictement mid-range, mais il y a certains archétypes qu'on trouve dans certains formats. Par exemple, dans M21, j'aimais beaucoup parce qu'on pouvait jouer bleu-noir et animator. Dans le cube d'Arena, par exemple, tu as un archétype sacrifice. Comment on sait combien d'enablers et combien de payoff il y a dans ces decks, même par exemple dans Zendikar Rising pour le deck blanc-noir clair, je ne savais pas trop il faut combien de cartes qui vont faire quelque chose lorsqu'on gagne des points de vie, et combien de cartes pour gagner des points de vie. Est-ce qu'il y a une règle pour ça? La règle, elle est difficile parce qu'elle va vraiment dépendre d'un deck à l'autre. Par deck combo, il y a plusieurs façons d'interpréter, hein. Il y a les decks combo qui vont se jouer à 2 cartes. Par exemple, en cube, on va essayer d'aligner 2 cartes qui vont ensemble, tout simplement Splinter Twin. Et c'est un peu plus simple. Il y a des decks combo qui vont fonctionner à 3 cartes, comme par exemple la réanimation. On va chercher à avoir un ton, un moyen de le défausser et un moyen de le réanimer. Et puis il y a des decks combo encore plus étranges, comme Storm, où c'est presque du +1, +1, +1, et ainsi de suite. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes recettes. Ça va vraiment dépendre cas par cas. Dans le cas que tu as cité un petit peu plus tôt, à savoir d'éclair dans Zendikar, je pense que là, on est sur un archétype où les payoffs sont extrêmement importants, et c'est ce qui fait la force du deck. Donc ils sont à prendre assez haut, tout en ayant évidemment une attention particulière pour, pour les decks pour les cartes qui font sens, et notamment d'identifier ces cartes piliers qui permettent à l'ensemble de tenir. Typiquement pour Claire, c'est Core Celebrant, qui est une 1/4 pour 3 qui fait gagner 1 point de vie quand elle arrive en jeu, quand une autre créature arrive en jeu. Ça, c'est la carte pilier. Ça veut dire qu'en dehors des payoffs, D'accord. elle, c'est vraiment le liant de tout le monde. D'accord. Ok, donc il n'y a pas de formule magique, quoi, tout simplement. Oui, là, c'est sur les decks combos, ça va être très très variable, mais souvent, ce sont pas forcément les plus simples à construire aussi, hein. Bleu Noir Réanimation, c'est un bon exemple parce que je trouve que c'était un deck qui était éminemment complexe et qui demandait aussi parfois d'avoir un plan B en dehors de la réanimation. Donc, ça, c'est peut-être un autre conseil sur les decks combos, c'est comment faire le reste du temps quand on va mouliner, qu'on n'a pas encore toutes les pièces. D'accord. Splinter Twin, par exemple, c'est un deck qui s'est beaucoup illustré dans ça, en fait. La combo n'était qu'une partie d'un deck qui, le reste du temps, faisait du contrôle, de la tempo, et faisait durer la partie à son avantage. Ah ok, donc il ne faut pas non plus se perdre dans la combo et se focaliser que là-dessus et oublier de pick des bonnes cartes, tout simplement. C'est vrai. Formidable, merci. Je sens que je vais apprendre beaucoup dans ce podcast. Je suis vraiment enthousiaste de continuer. J'ai une autre question qui vient du fait, je pense que j'étais très biaisé par mon expérience en construit, et parce que lorsque je me suis remis à Magic, j'ai commencé en l'occurrence par le moderne, ça aurait pu être le standard, mais en plus j'ai commencé par monter mono rouge burn, ce qui m'a totalement biaisé aussi, je pense, dans ma manière de sideboarder, mais c'est un autre sujet.
Et du coup, quand je pense deck agressif, je pense plein de drop à 1, des guides gobelins, etc. Et du Oui. coup, je sais pas ce que c'est qu'un deck aggro en draft. Euh, Comment ça ressemble, à quoi ça ressemble un deck agressif dans les formats limités? Un deck aggro en draft, je vais pas te surprendre, c'est une histoire de curve. En limité, on dit toujours qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, qui est le card advantage. Quelque chose que l'on retrouve pas toujours de façon aussi présente en format construit, mais en limité, il est toujours central de réussir à faire du 2 pour 1. Les decks aggro, eux, c'est une logique qui est tout à fait différente. Ils font du 2 pour 1, mais dans le temps. Ça veut dire que quand un deck contrôle va se déployer avec un sort par tour, un des objectifs du deck control, c'est évidemment de taper fort au début et d'arriver à jouer 2 spells par tour, là où un deck control ne jouerait qu'un seul. Et je trouve que c'est souvent la clé pour comprendre les jeux aggro en limité, c'est d'essayer de les comprendre vraiment par le bas de curve. Ça veut dire les créatures à 2 mana, qui sont généralement centrales pour comprendre un archétype, ou Mhm. aussi pour identifier si un format est plus ou moins agressif, hein. Un format où ces 2 drops sont mauvais, bah, c'est un format où on peut se permettre des coupes plus lourdes et où aggro est plus une sorte de niche, ou un format où les drops à 2 sont excellents, par exemple, je sais pas, Ixalan, où tous les drops à 2 tapés à 3 d'une certaine manière, bah, c'est central aussi. Donc souvent, quand je draft des decks aggro avec des gens, notamment sur les Discord des perfs limités, ou parfois on fait des drafts ensemble, on fait des commentaires, moi généralement j'ai toujours le même commentaire, c'est quand tu hésites, tu prends vraiment la carte la plus basse et essaye de construire ton deck de telle manière à ce que dès que tu as 4 mana, c'est pas des drop 4 que tu vas jouer. C'est plutôt un alignement de drop qui te permet de prendre l'avantage. Aussi, quand on est à un jeu aggro, il faut toujours penser au dernier point que l'on va mettre dans la partie. Mhm. Et ce qu'on appelle un petit peu le reach. Et la capacité de notre deck, à un moment, il va s'essouffler, où nos 2-1 nos 2-1 pour 1, nos 2-2 pour 2 et nos 3-3 pour 3 feront plus l'affaire. Comment est-ce qu'on arrive à mettre les 4-5 derniers points qui sont nécessaires pour l'emporter? Et là-dessus, pareil, ça demande pas mal de travail, une bonne connaissance du format et de ces petits moyens de passer, quoi. Par exemple, dans Zendikar Rising, il y a une 1-1 pour 1 qui rend pour 2 mana imbloquable une créature avec 2 de force, ou moins. Bah, typiquement, ce sont des cartes qui sont beaucoup plus intéressantes dès qu'on va jouer aggro, et il faut comprendre que ces cartes-là sont bien meilleures que ce qu'on imagine, même si c'est un drop 1. D'accord, ça m'avait totalement échappé. Donc, dans les decks contrôle, à l'instar des decks contrôle où il faut pas que penser au contrôle, mais aussi à la fin du jeu, sa grosse carte, dans les decks aggro, il faut penser à son reach en plus de ces cartes pas chères. Wow, super intéressant. C'est ça. Mais franchement, aggro en limité, c'est souvent, on identifie souvent les mauvais joueurs ou les nouveaux joueurs à aggro et les bons joueurs comment dire, à des decks plus contrôle, plus bleus, plus tout ça. Au final, c'est assez faux, hein. Mhm. Je pense que c'est plutôt une transition. Souvent, quand les joueurs commencent à être un peu solides en limité, ils ont moins envie de laisser, comment dire, la variance décider, parce que c'est vrai qu'avec aggro, il y a quand même la variance de sortie qui existe. Et ils veulent transitionner vers des decks plus lourds et ils se sentent plus en confiance. Mais parfois, bah, ça s'accompagne pas forcément d'une bonne win rate. Je pense qu'un joueur complet, il sait autant jouer aggro que contrôle en limité. C'est extrêmement important d'être flexible là-dessus. Aussi, moi, quand je pense deck aggro, avant, je pensais tour 1, drop 1, tour 2, drop à 2, etc. Mais c'est aussi, en fait, tour 4, 2 drop à 2 plutôt que... Les cartes pas chères sont pas forcément pour être jouées au tout début, mais ça peut être pour jouer en plusieurs de ces cartes pas chères dans un tour subséquent. C'est ça. C'est vraiment comment réussir bah, un petit peu comme on construit en fait, hein. Là-dessus, pour le coup, autant je trouve qu'il ne faut pas toujours s'inspirer des construits quand on joue en limité, hein, autant sur les decks aggro, il faut s'inspirer de cette capacité qu'ont les decks en construit à jouer à un moment 2 ou 3 spells par tour. C'est vraiment la clé. D'accord, bien vu, ouais. Ok, super. Et du coup, c'est un petit peu lié, mais ça a l'air peu jouable finalement, les drops à 1, contrairement aux construits d'ailleurs. En limité, ça ressemble à quoi un bon drop à 1 en draft? Il y a effectivement une légende persistante qui consisterait à dire que les drops à 1 sont injouables en limité, hein. Légende auquel j'ai cru, j'ai peut-être aussi participé via les analyses limitées à propager cette parole. Mais en fait, on se rend compte, surtout dans les derniers formats, que les drops à 1 ont bien plus d'utilité qu'on imagine. Et moi, j'en vois 2. La première, il y en a 3, on va dire. Il y a le drop à 1 le plus classique et le plus jouable, c'est la 2-1 pour 1. Et il n'y a pas besoin de l'identifier. C'est celle qu'historiquement, on considère comme le drop à 1 acceptable.
Après, il y a encore deux autres. Il y a le drop à 1 qui va scale dans le temps. Ça veut dire qu'on va jouer tour 1, il va peut-être mettre 2 ou 3 points, mais ensuite il va être un petit peu, comment dire, moins utile. Et bien à ce moment-là, il va avoir une capacité pour faire la différence. Typiquement, Zendikar, ça va être cette 1-2 pour blanc qui, pour 5 mana, pump toute la team de +1/+1. Ça, c'est un bon exemple de drop 1 jouable. Et enfin, il y a la troisième famille, peut-être plus récente, mais que j'appelle le drop 1 à combo. D'accord. Ça veut dire, ou à synergie idiote. Typiquement, on va prendre un format aussi récent, on va prendre Eldraine. Dans Eldraine, il y a une carte que tout le monde connaît, qui s'appelle Ginger Brute, qui est une 1-1 artefact célérité. On peut payer 1 pour lui donner la célérité. Et en fait, ces drop 1 qui sont imbloquables, généralement, ce sont des machines à aura. Par exemple, on peut penser à l'aura Tout ce qui brille, ce qui a été également une interaction vue en construit. All That Glitters, si je dis pas de bêtises en anglais. C'est ça. Typiquement, voilà, c'est des drop à 1 qui vont avoir un rôle de possesseur d'aura et qui vont mettre des points là-dessus. À Amonkhet aussi, on a bien connu ces drop à 1 là. Donc, je pense qu'il faut bien distinguer les différents rôles possibles et que la vieille 1-1 pour 1 qui fait rien, ça a existé à une époque, ça a sûrement entaché la réputation des drop 1 en limité, mais aujourd'hui, il faut les regarder de façon beaucoup plus intéressée. Il y a aujourd'hui très peu de drop 1 qui sont injouables. Une autre édition, pour finir là-dessus, qui était un bon exemple de ce à quoi peut servir les drop 1, pareil, dans ce côté un petit peu machine à combo, c'est Modern Horizon, notamment dans l'archétype ninja. Eh bien, les 1-1 bloquables pour 1 ou les 1-1 vol pour bleu, eh bien, elles étaient très très utiles pour derrière servir de support au ninjutsu. Elles avaient là encore un rôle, entre guillemets, à combo. D'accord. Un vrai plaisir d'avoir un expert sur le sujet pour répondre à mes questions. Tu as une réponse à tout, c'est formidable. Je te remercie. À propos d'experts, un fossé, j'ai l'impression, qui existe entre les gens que j'écoute parler de limité et entre moi, c'est que vous avez l'air d'adorer les formats comme Kaladesh Remastered, par exemple, et peut-être parce qu'il est très complexe. Moi, j'y arrive pas du tout, ces formats-là. Je préfère personnellement les formats de, par exemple, les éditions de base, enfin surtout les récentes, parce que j'ai l'impression de mieux comprendre ce que je fais. Est-ce que un set de qualité pour toi qui est fort en limité, c'est forcément un set complexe ou difficile à drafter? Je pense que c'est une très bonne réflexion et je crois que tu es assez juste là-dessus. Ça a été très bien incarné par Kaladesh Remastered. On a bien vu la scission qu'il y avait entre les vieux joueurs qui avaient l'air de vieux joueurs entre guillemets, on parle d'un set qui a 3-4 ans, mais qui s'extasiaient par rapport à la complexité, par rapport aux artefacts qui avaient des effets chelous, et les nouveaux joueurs qui avaient l'air totalement perdus et qui tous parlaient de win rate extrêmement bas parce qu'ils passaient à côté du set. Et je pense qu'effectivement, entre guillemets, les vieux joueurs de limité, ils ont connu, je sais pas, 20, 30, 40, 50 sets de limité différents. Donc forcément, on a vu beaucoup de choses récurrentes se reproduire, beaucoup de patterns, comment dire, qu'on commence un petit peu à connaître. Et c'est peut-être justement ces sets un petit peu complexes qui nous surprennent, qui sont ceux qu'on va préférer jouer, qui incluent des choses qu'on voit pas forcément. Comme par exemple, je sais que beaucoup de joueurs aussi aiment bien Eldraine. Oui. Dans Eldraine, on a beaucoup d'archétypes, on peut jouer les 10 combinaisons plus du 5 monocolore. En plus, on a aussi pas mal de choix techniques et de choix stratégiques, notamment autour de la façon de jouer les aventures. Et je pense que c'est ça que les vieux joueurs aiment bien, ça veut dire plus d'interactions, plus de nouveautés, parfois des choses qui se rapprochent aussi un peu plus du construit. Les sets qui sont les moins aimés, c'est quasi exclusivement des sets plutôt agressifs, où les parties se terminent vite. Et je pense que c'est pas un hasard, quoi. C'est des sets qu'on estime comme, entre guillemets, moins compliqués et parfois, peut-être à tort, plus dépendants de la variance. D'accord. Bon, je vais continuer à drafter, prendre mon mal en patience, et peut-être que dans plusieurs années, avec plus d'expérience, je verrai un peu comme dans un bon vin ces 50 nuances de Kaladesh. J'ai une dernière question. C'est sur l'utilisation pour un joueur, une joueuse de Magic, de la mémoire en fait. J'ai l'impression que pour être bon à Magic, il faut une bonne mémoire. Ça me complexe un peu quand j'entends par exemple Louis Scott Vargas qui va raconter le sequencing d'une partie qu'il a eue il y a 12 ans au Pro Tour. Et
Et ça m'a fait encore plus complexer quand j'ai entendu quelqu'un je crois que c'était sur un podcast francophone d'ailleurs, c'était peut-être Jean-Emmanuel Deprat qui disait ça, que c'est plus intéressant finalement pour raconter à quelqu'un son draft et avoir des retours, c'est plus intéressant de raconter l'ordre de tes pics et pourquoi tu as piqué telle ou telle carte plutôt que de montrer ton pool et ton deck et de demander des retours. Donc, est-ce que c'est indispensable d'avoir une bonne mémoire pour devenir bon? Et dans le cas échéant, est-ce qu'il y a des tricks pour circonvenir à ce problème? La mémoire, elle est fortement sollicitée à différentes étapes du limité. La première étape pour les solliciter, c'est le draft lui-même. Ça veut Ouais. dire que quand on va ouvrir un booster, on va en piquer une carte parmi les 15, mais parmi les 14 autres, eh ben, certaines vont revenir, et c'est important de se souvenir un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait dans le booster, pour savoir un petit peu ce qui va nous revenir, et surtout qu'est-ce qui a disparu, pour essayer de comprendre ce qu'ont fait les voisins. Ça, c'est déjà une étape très très compliquée à manier. Ensuite, la mémoire, elle va être sollicitée au moment de la partie. Parce qu'on a besoin de savoir, notre adversaire, j'ai envie d'attaquer, il a un mana blanc libre, qu'est-ce qui peut m'arriver pour un mana blanc? Et là, la mémoire et la connaissance du set, elle est indispensable pour pouvoir tourner autour de différents dangers, j'ai envie de dire. Enfin, il y a la mémoire entre deux games qui est, voilà, j'ai gagné ou j'ai perdu la première, maintenant il va falloir sider au fait qu'est-ce que mon adversaire a joué, comment je vais m'adapter et tout. En construit, c'est plus simple parce que on a affronté peut-être déjà 10 fois ou 15 fois ce deck-là, donc on sait un petit peu ce qu'on side, parfois on adapte un peu, etc. Mais c'est très simple. Là, il faut vraiment se souvenir qu'est-ce qu'il jouait, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors, avec Arena, on a la possibilité d'un reminder, mais en papier, je vois beaucoup de gens qui ne notent pas ce qui se passe dans les games. Et moi, ma perception des choses, c'est que on peut travailler sa mémoire, mais là, je pense que c'est plus une question d'habitude aussi, hein. C'est-à-dire que Ouais. il y a beaucoup de skills qui sont sollicités pendant la phase du draft. La mémoire est l'un d'entre eux, donc je pense que la difficulté, c'est d'arriver à manier tous ces skills en même temps. Et puis, quand vous jouez, quand vous aurez à nouveau l'occasion de jouer en limité en papier, notez sur une feuille ce que votre adversaire joue. Parce que après, quand vous devez sider, c'est extrêmement important d'avoir une vue pointue. On parle souvent de ce qu'on appelle le micro-siding, ça veut dire des tout petits changements. Si je vois que mon adversaire a plein de 2-3 de 2-3, simplement, je vais peut-être enlever mes 2-1 et rajouter plus de 3-3. C'est du micro-siding, mais c'est vraiment savoir répondre Ah au plus oui. près à ce que fait l'adversaire. D'accord. J'avais déjà entendu cette technique de noter les cartes, mais je ne savais pas trop comment l'appliquer. Est-ce que tu proposes de tout noter ou c'est juste quelques cartes remarquables qui vont indiquer comment tu sideboard? Moi, je pense qu'il faut noter en fonction, comment dire, il faut le faire par étapes. Évidemment, dans un monde idéal, on note tout. Sauf que quand on commence à s'y mettre, c'est difficile de jouer, de noter et tout, et cetera. Donc souvent, je conseille un petit peu de noter les cartes importantes. Moi, par exemple, ma technique, c'est que, j'ai ma petite feuille, je la remplis au tout début du match avec, je sais pas, en abscisse, le coup de mana et en ordonnée, ce qui m'arrive. Et généralement, ce que je fais pour pas oublier les trucs importants, c'est que moi je note tout, je mets dans les cases. J'ai croisé un removal à 4 mana, mais dès qu'il y a un truc important, je le surligne une fois, et dès qu'il y a une éphémère, un spell en éphémère, je l'entoure. Comme ça, je peux repérer facilement les cartes que j'ai vues et pas m'en mêler sur 20 cartes que j'ai vues passer et tout, et plus savoir pendant la game ou mettre. Donc moi j'ai mes petits moyens personnels pour pas trop perdre trop de temps, quoi. Ah oui, c'est formidable. Et comme ça, en plus, grâce à ton graphique, ton tableau, tu as un moyen graphique juste en jetant un regard sur ta feuille après de te rappeler un peu la tessiture du match pour les gens qui ont une mémoire visuelle comme la mienne. C'est vraiment pas mal. C'est ça. Oui, moi j'ai vraiment une mémoire visuelle, donc je fonctionne beaucoup là-dessus, hein. Souvent quand par exemple je travaille aussi sur la wheel c'est typiquement, on ouvre un booster de 15 cartes et on essaye de toutes les retenir pour savoir ce qui va potentiellement arriver. Et moi ma façon de retenir sur Arena, c'est de retenir par les couleurs qui se suivent. Je sais qu'il y a, blanc, blanc, bleu, noir, 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 rouge, vert, 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 par exemple. Donc c'est une combinaison, et après quand le booster fait le tour, j'essaie de me souvenir, combien de cartes vertes ont disparu, combien de cartes rouges ont disparu. Ça, je pense que c'est un entraînement qui est pas si compliqué que ça, mais qui est vraiment intéressant. En papier, les gens mélangent les boosters, donc c'est plus compliqué en fait. Ils mélangent les cartes. C'est vrai. C'est donc à ça que ça sert de mélanger les cartes. Ouais, ouais. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ces conseils de qualité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter?
Non, si ce n'est que ce que tu racontes bien aussi, c'est que le limité, ça prend pas en un jour. C'est vraiment un format qui récompense la longévité et l'envie d'apprendre. Dire que moi, j'ai beaucoup plus vite appris en remettant en cause ce que je pensais savoir du limité. Les règles générales, tout le monde les connaît et on va les lire partout. Oui. On va lire partout, un deck de limité, c'est 17 terrains, c'est 15 créatures, c'est une courbe de mana qui ressemble à ça, et puis voilà, circuler. Je pense que depuis des années, mon objectif, c'est de déconstruire ça et souvent de déconstruire mes propres envies, de c'est se battre aussi contre soi-même. Là où on construit, on va plus facilement jouer un deck qui nous ressemble. Eh ben, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Eh bien, on peut me retrouver dans 3 endroits différents. Le premier, évidemment, tu en as parlé via le podcast, qui est, disponible en audio sur, Deezer, Spotify et Podcast Addict, mais également en version vidéo sur Magic C'est Chic. D'ailleurs, Magic C'est Chic, j'y ferai encore quelques vidéos de temps en temps, notamment autour, du limité pour changer. Et enfin, vous avez comme, à chaque nouvelle sortie de set, l'analyse du limité. Là, cette fois-ci, c'est vraiment que de l'écrit, qui sera disponible sur, Magic Corporation, où le but est de présenter et noter chacune des, 300 nouvelles cartes qui vont nous être présentées. C'est souvent un 1er pas dans le nouveau format. Bah, formidable. Allez tous et toutes voir. C'est vraiment pour moi, c'est des milestones à chaque nouveau set. C'est non seulement un plaisir, mais aussi une nécessité de lire tes articles sur Magic Corp pour comprendre un peu limité. Allez retrouver Guillaume @Leland_Palmer MTG sur Twitter et surtout allez voir sur Magic C'est Chic ce formidable nouveau podcast dont la francophonie avait bien besoin pour parler de limité en français. Ça s'appelle Contre-Draft. Et merci encore, Guillaume. N'hésite pas à revenir sur ce podcast et à bientôt. Merci à toi et à très vite. J'espère que ce podcast était aussi cool à écouter qu'il était à faire. À la semaine prochaine.